Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission Politiquement OK, votre émission de référence en Guinée. La politique est à l'art de convaincre ou de gouverner soit par la force des arguments ou les arguments de la force. Dans cette émission, nous faisons la promotion de la liberté d'expression, de l'état de droit, de la démocratie, la croissance socio-économique, l'union entre les fils et les filles de la nation guinéenne, ainsi que tous les principes liés à la normalité constitutionnelle. Aujourd'hui sur ce plateau, nous recevons Honorable Ben Youssouf Keita. Il est le président de la commission santé, sport, arts, loisirs et patrimoine historique. Avec lui, nous parlerons de l'actualité socio-économique et politique de la Guinée, y compris la culture aussi. Alors nous lui disons bonsoir. Bonsoir, monsieur Keita. Vous êtes à votre deuxième passage dans ces numéros d'émission, l'an 2019. Quel est votre regard du bilan du gouvernement Alpha Condé? L'année 2018 a été une année difficile pour le peuple de Guinée. Difficile? Très difficile pour le peuple de Guinée. Si je ne devais dresser que le bilan de cette année, je dirais que c'est un bilan catastrophique. Dans ce sens que nous avons assisté non seulement quelque part au recul de la démocratie, nous avons enregistré beaucoup de décès par les forces de l'ordre lors des manifestations pacifiques. Vous voulez dire qu'il n'y a pas une part de responsabilité de l'opposition républicaine face aux théories sous l'axe? Mais l'opposition n'a pas d'armes. Ce n'est pas l'opposition qui gère l'armée, qui gère la police, qui gère la gendarmerie. Non. C'est le pouvoir qui gère les forces de défense et de sécurité. Pour le cas spécifique de la police, il y a un des policiers qui a été, je peux dire, massacré. Le fait que l'action a été inhumaine sur la route de Kipé Bambeto. Quel est ce cas? Est-ce que réellement un policier peut tuer un de ses agents, camarades? Et vous parlez effectivement de l'incident malheureux qu'il y a eu avec le béret rouge qui s'est rencontré au mauvais lieu et au mauvais moment, car les jeunes venaient d'enterrer à Bambeto la 103e victime du régime de M. Alpha Condé, victime qui avait été froidement abattue à bout portant par, selon les témoins, des hommes en uniforme qui passaient sur la moto. Et vous avez vu comment le cerveau de ce jeune a été éclabouillé. C'est extrêmement grave comme il a insulté. Mais on a après aussi donc, vu cela a des hommes suivi politiques. la colère de la famille, de la jeunesse et de tous ceux qui sont épris de paix et de justice. Alors, ce jour, ce jeune homme a été enterré. C'est en quittant le cimetière que le symbole malheureux d'un homme en uniforme est tombé nez à nez avec les jeunes qui étaient en colère parce qu'ils se voyaient injustement frappés dans leur âme. N'oubliez pas qu'il y a 103 jeunes tués, mais aucun n'a été arrêté comme coupable. Aucune justice n'a été rendue. Donc, c'était un incident malheureux. Comme vous savez, la foule en colère, c'est la folie. Et ils ont essayé de se venger sur l'homme en uniforme. Heureusement, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Le militaire n'est pas mort. Donc je m'inscris en faux quand vous dites que ce jour, le policier a été tué. Non, il n'est pas mort. Donc c'est vous dire que l'année 2018, pour moi, a été une année catastrophique. Parce que non seulement il y a eu beaucoup de violences gratuites
sur les pauvres citoyens qui ne faisaient que réclamer leur droit de manifester. Il y a eu également des grèves, vous avez vu, avec les enseignants. Jusqu'à présent, les enfants n'ont pas repris les cours, c'était en 2018. Vous avez vu la mort de 18 Guinéens sur la route, suivi de la mort également de 6 autres Guinéens sur la route vers la fin de ce 2018. Je ne prenais pas le cas de cela. Et vous voyez actuellement que le prix, le panier de la ménagère n'a connu aucune amélioration. Il n'y a pas eu non seulement de paix politique, de paix sociale, ni de paix économique. Pour moi, l'année 2018 a été une année catastrophique. Espérons que l'année 2019 qui commence quelque part avec la baisse ridicule, mais quand même une petite baisse du prix du carburant, se poursuit et que ce soit signe annonciateur quand même le desserrement de l'étau de misère et de galère sur le peuple de Guinée. Car trop c'est trop, le peuple ne sait plus où donner de la tête. Espérons que 2019 ouvre enfin la porte du bonheur pour les Guinéens, qu'il y ait plus de paix, qu'il y ait plus de calme, qu'il y ait plus de justice. Sans justice, il n'y a pas de paix. Il ne s'agit pas de venir installer toute une armada sur un axe qu'on appelle axe de la démocratie. Je parle de Amdala Koza Bambeto, pour intimider la population sous prétexte de lutter contre les bandits, afin d'étouffer dans l'œuf toute manifestation politique ou sociale pour dire qu'il y a la paix. Il faut la justice. Espérons que 2019 commence et vienne avec la justice. Pour le cas spécifique de l'agent, je n'ai pas dit qu'il est mort. J'ai dit cette action inhumaine qui peut être considérée comme une sorte de massacre. Donc pour le cas spécifique par exemple de Ousmane Kaba qui a vu son véhicule vandalisé, le Premier ministre Mamadi Youla qui a vu son véhicule vandalisé par, en parenthèse, vos militants, quelle est votre réaction? Non, eux aussi sont tombés dans un mouvement de colère. Ils sont tombés là, ils étaient au mauvais moment et au mauvais endroit. Ce n'est pas M. Ousmane Kaba comme tel, honorable Ousmane Kaba comme tel qui a été visé, non plus, Excellence, M. Mamadi Youla qui a été visé comme tel, non, purement et simplement, même si c'est moi, honorable Docteur Keïta, qui se trouvait en ce moment-là dans un véhicule VA au même moment, avec un homme en uniforme devant, j'aurais été la cible effectivement d'attaque. Pourquoi? Parce que c'est un symbole. Sinon, M. Ousmane Kaba a beaucoup de militants sur l'axe Amdala Koza Bambeto. M. Mamadi Youla est admiré sur l'axe Amdala Koza Bambeto. Personne ne peut les voir pour les agresser. Donc c'était un incident, purement simplement parce qu'un était dans un véhicule VA qui est associé à l'État. C'était un symbole qu'il fallait attaquer parce que les gens étaient en colère. Et l'autre avait un homme en uniforme comme son garde-corps qui était visible. C'est réaction à cela que la population a réagi. Et vous avez compris que ce n'était nullement contre la personne ni de M. Ousmane Kaba, ni contre la personne de M. Mamadi Youla. C'est des épiphénomènes qui arrivent au moment où la foule est en colère, et une foule en colère, c'est la folie. L'année 2019 commence par une série de crises socio-économiques, politiques, comme vous les qualifiez de catastrophiques. Je vais vous poser cette question. Entre la stabilité socio-économique et celle politique, que conseillez-vous au gouvernement? Je conseille au gouvernement la stabilité politique. Parce que c'est la stabilité politique qui détermine la stabilité économique. N'oubliez pas que le budget n'est que la politique chiffrée du gouvernement, de l'état de la politique. Alors, s'il n'y a pas de stabilité politique, il ne saurait avoir de stabilité économique. Parce que l'argent a peur du bruit.
quand il y a des manifestations politiques, quand il y a des manifestations sociales, quand il y a des grèves, vous comprenez, ça fait des bruits et les investisseurs ne sont pas encouragés. Parce que ça crée du désordre. Et quand il y a le désordre, il y a de l'anarchie. Quand il y a de l'anarchie, il y a la folie. Parce que une foule en colère, c'est la folie. Et ça devient incontrôlable. Mais ça ne se résout pas en bâillonnant le peuple, en intimidant à travers les forces, en installant des PA à chaque 100 ou 200 mètres. Non, ça ne se résout pas par ça. Ça se résout par la justice. Justice entre les citoyens. Justice sur le plan politique pendant les joutes électorales. Et justice sur pendant la répartition du revenu national. Vous ne pouvez pas, quelque part, augmenter, dire par exemple, le budget du Premier ministre, c'est 1 milliard par jour, celui du président avoisine 2 milliards par jour, et ne pas diminuer le prix du carburant jusqu'à 5 000 au minimum, ou au maximum 7 000 francs. Vous dire qu'il y a la justice. Et puis vous ne saurez avoir de justice. Vous ne pouvez pas avoir un Premier ministre qui gère journalièrement 1 milliard de francs guinéens, un président de la République qui gère journalièrement près de 2 milliards de francs guinéens, alors qu'il y a des enseignants qui réclament une simple augmentation de leur salaire à un niveau raisonnable et ils sont incapables de les satisfaire. Il ne peut pas avoir de paix et de justice. D'après le Premier ministre, le train de vie de l'État est réduit à 20%. Je suis mieux placé que vous, monsieur, pour le dire, parce que je suis député. Nous avons voté le budget. Nous avons vu qu'il y a une augmentation du budget de la primature. Il y a une augmentation du budget de fonctionnement de la présidence. Alors, pourquoi alors donc ne pas diminuer ce budget de fonctionnement pour augmenter le budget du ministère de l'Éducation afin que les enseignants aient un salaire décent? Moi, j'appelle salaire décent en Guinée à partir de 5 millions. Si vous n'avez pas 5 millions en tant que fonctionnaire, surtout à Conakry ici, vous n'avez pas un salaire décent. Pour tous les fonctionnaires, est-ce que cela est tenable? C'est possible. Il y a combien de fonctionnaires en Guinée? Au budget national. C'est possible si le budget national est bien géré, si les impôts sont payés au bon endroit, si la répartition est équitable. Nous n'avons pas 100 000 fonctionnaires, nous sommes 12 millions de Guinéens. Nous n'avons pas 50 000 enseignants, pour ne parler que de ceci. Maximum c'est 10 à 15 000. Nous pouvons très bien payer tous les fonctionnaires avec un salaire décent, pourvu que la gabégie cesse, pourvu que les détournements cessent, pourvu que les bandits à col blanc soient arrêtés, traduits devant la justice, punis à la hauteur de leur forfaiture et qui retournent à l'État ce qu'ils ont dilapidé, pourvu qu'il y ait une paix. Mais d'après le ministère de la fonction publique, les enseignants, le corps professoral de l'enseignement, se chiffre à 51 000 fonctionnaires. Donc est-ce que tout ceci peut être payé à 8 millions ou bien 5 millions et que le train de vie de l'État soit tenable pour le budget national de développement et que la croissance, le développement soit réalisable d'ici 2020? Monsieur, regarde le parc automobile de l'État. Il n'y a pas un seul ministre qui n'a pas au minimum 3 à 4 véhicules. Alors qu'un simple véhicule de 4 ou 5 cylindres suffirait. Mais va chez les ministres. Il n'y a pas un ministre qui n'a pas au minimum 3 ou 4 véhicules. Vois le parc présidentiel. Vois le cortège présidentiel. Vois le train de vie de l'État. Combien de litres de carburant chaque ministre reçoit par jour? Messieurs, si tout cela était réduit au strict minimum nécessaire pour le fonctionnement de l'État, il y aurait suffisamment d'argent pour payer les fonctionnaires. Ils ont dit 8 millions, surtout les enseignants. Ils n'ont pas dit 8 millions ou rien. Ils ont dit 8 millions négociables. Et ce n'est pas tous les enseignants qui vont recevoir à la fois soit 5 ou 6 ou 7 ou 8 millions, non. C'est selon la hiérarchie. Mais on peut fixer
un plancher à 5 millions. Le plancher peut être fixé à 5 millions. On vient mettre à 5 millions 500, selon leur 6 millions jusqu'à 7 millions. C'est possible. Ou même s'arrêter à 6 millions. Imaginez-vous aujourd'hui à Conakry, chambre simple, entrée couchée, chambre simple, entrée couchée, c'est 500 000 francs. Si vous avez chambre, salon, douche, c'est pas moins d'1 million. Si vous devez nourrir la famille, le sac de riz aujourd'hui, c'est 300 000 francs. Le poisson, le kilo de riz et le kilo de viande, c'est 40 000 francs. Vous ne pouvez pas vous déplacer à Conakry sans prendre un taxi. Même les écoles publiques, vous êtes obligé de payer quelque chose. À plus forte raison, les écoles privées. Et l'hôpital, la santé, elle n'est pas gratuite. Monsieur, nous sommes 12 millions de Guinéens. Vous parlez de 50 000 enseignants. Vous comprenez? Si ce n'était ces enseignants, monsieur Keïta, vous ne serez pas un brillant journaliste aujourd'hui. Je ne serais pas moi, docteur aujourd'hui, Keïta, un médecin confirmé. C'est grâce à ces enseignants. C'est les citoyens d'honneur. C'est les vrais citoyens d'honneur. Ce sont eux qui font l'essence, la matrice et l'intelligentsia de tout peuple. Et les peuples qui veulent se développer, les gouvernements qui veulent aller de l'avant, accordent un respect aux enseignants. Prends le cas de l'Allemagne. Après la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui l'Allemagne, c'est la locomotive économique de l'Europe. Les enseignants sont les mieux payés. Prends le cas de la Corée du Nord, qui aujourd'hui tient la dragée haute, la Corée du Nord. Les enseignants sont les mieux payés. Et c'est pourquoi ils sont à la pointe de la technologie. Ils sont capables de fabriquer la bombe atomique. Donc, il faut donner importance aux enseignants. Moi, je suis contre le fait qu'on maintienne les enseignants dans un état de misère perpétuelle. Ils travaillent dans la misère, ils vivent dans la misère, ils meurent dans la misère et ils lèguent la misère à leur progéniture. C'est une injustice. Ça ne peut pas continuer. Pour le cas spécifique de votre réponse sur la stabilité dont vous conseillez politique au gouvernement, au même moment vous organisez des manifestations, au même moment vous exigez l'installation de Kalemodou dans la commune de Matoto. Et il y a tout récemment une mobilisation farouche d'un de vos militants pour essayer de l'installer. Est-ce que ce n'est pas une violation de la loi? Est-ce que ce n'est pas une façon de violer les textes de loi? Parce que vous n'êtes pas dans les règles de loi en donnant l'ordre à vos militants d'aller installer Kalemodou dans la commune de Matoto. En même temps, vous disiez que le gouvernement doit tenir compte de la stabilité politique. La justice. On dit l'injustice c'est l'esclavage si vous l'acceptez. Et esclave qui n'assume pas sa révolte n'a pas droit qu'on s'apitoie sur son sort. Au vu et au su de tout le monde, l'élection lors de l'installation de l'exécutif de Matoto s'est passée devant vous tous, les journalistes. Vous n'étiez pas les seuls de la presse privée. Il y a la presse privée écrite, visuelle, parlée et la presse en ligne. Tous, public comme privé. Tout le monde a suivi comment l'élection du maire de Matoto s'est déroulée. Dans la plus grande transparence. Et M. Kalemodou Yansane, sur 45 postulants, sur 45 votants, il a recueilli 23. C'est-à-dire la moitié plus 1. Et c'est la moitié, et c'est le vote à la majorité simple. M. Kalemodou Yansane est élu comme maire de Matoto, aussi au vu de tout le monde. Alors, si on veut remettre cela en cause, c'est remettre la démocratie en cause, c'est remettre la paix en cause, c'est promouvoir l'injustice. Et personne n'acceptera désormais l'injustice dans ce pays. Donc c'est pour cette raison que les militants ont voulu prouver qu'ils ne peuvent pas rester les bras croisés. Ils ont été pour montrer symboliquement qu'ils sont prêts à tout pour que le vote de la population, le choix de la population, le choix
des conseils communaux de Matoto soit respecté, en la personne de M. Kalemoudou Diansane, qui a remporté la victoire. L'autre point de cette interview est lié à votre profession de médecin. Vous êtes aujourd'hui président de la commission santé à l'Assemblée nationale. Vous venez d'une tournée sur le plan sous-régional où vous avez été choisi pour être le vice-président en charge des questions sanitaires et de la division démographique de la CEDEAO et du Sahel. Quelle est votre impression aujourd'hui? Une impression d'un devoir qui est en train d'être accompli, une sensation de satisfaction à mi-chemin, d'encouragement, une sensation de reconnaissance de l'effort fourni par la commission santé de l'Assemblée nationale de la République de Guinée, que je préside. C'est grâce, effectivement, à l'effort de tous les députés de la commission santé et ceux qui se sont associés à la commission santé et les assistants de la commission santé, soutenus par les partenaires techniques et financiers, que je vais ici remercier, notamment l'USAID à travers sa filiale FHI 360, qui nous ont financés pour faire une visite de terrain sur toute l'étendue du territoire national des infrastructures hospitalières ou sanitaires, ce qui nous a permis d'avoir un argument solide et de défendre de manière imparable l'augmentation du budget du ministère de la Santé, avec le soutien de tous les députés. Alors, cela nous a permis de faire passer le budget du ministère de la Santé en 2012 de 2% à 8%, soit une augmentation de 400%. Alors, comme vous savez, le monde est un village planétaire. Cette prouesse de la commission santé a été relayée au niveau de toute la sous-région. Donc, les parlements de la CEDEAO savaient déjà que le Parlement guinéen a réussi à faire un exploit. C'est ainsi qu'à Cotonou, quand nous sommes allés pour l'installation du comité interparlementaire de la santé et le dividende économique de la CEDEAO et du Sahel, du Tchad et Mauritanie, la Guinée non seulement a été citée en exemple, nous avons été ovationnés et cela nous a permis d'être élus vice-président de ce comité. C'est un honneur pour la Guinée. Quelles sont vos perspectives par rapport à ces postes? Et pour l'Assemblée. Mes perspectives, c'est de continuer encore davantage de nous battre pour que le budget effectivement du ministère de la Santé de Guinée atteigne les 2 chiffres d'ici 2020. Nous voudrions d'ici 2020 atteindre les 15%. C'est le plancher requis par les pays de la CEDEAO. Vous avez tous parlé ici, le Libéria, il est à 14%. Vous comprenez? Le Cap-Vert, il est à 15%. Le Ghana, il est à 13%. La Guinée peut donc aller au-delà des 8%. Nous pouvons aller jusqu'à 15% d'ici 2020. Pourquoi pas plus? C'est notre objectif. Un. Et de deux, partager avec les autres parlements, surtout commission santé de la CEDEAO et du Sahel, notre expérience. Comment nous avons réussi à le faire? C'est en nous déployant sur le terrain, avec le soutien des partenaires techniques et financiers, pour recueillir les informations, faire participer la population à la gestion sanitaire et convaincre nos interlocuteurs, c'est-à-dire le gouvernement, de la nécessité de prendre le problème sanitaire en main et en charge. Voilà, c'est ce que nous voulons faire et nous allons réussir à le faire avec l'avenir de tous. Cette victoire, c'est la victoire de tout le peuple de Guinée. Lors de votre récente tournée à l'intérieur du pays, vous avez affirmé, en conclusion, qu'à chaque semaine, plus de 500 bébés meurent. Expliquez-nous réellement, quelles sont les causes de leur décès? Exactement. Pour cela, je vais d'abord commencer par vous dire la répartition administrative
du personnel médical ou du personnel de santé. Il y a près de 1450 médecins en Guinée. 1450 médecins. Il est recommandé un médecin pour 10 000. Nous sommes 12 millions. Le nombre de médecins en quantité est suffisant, bien que la qualité fasse défaut. Il y a 4820 agents techniques de santé, infirmiers et tout. Il faut 1 pour 4000. C'est largement suffisant. Il y a présentement 820 sages-femmes, alors qu'il faille une sage-femme pour 4000 personnes. Ce qui signifie qu'il y a un déficit criard de sages-femmes. Et les sages-femmes sont au début et à la fin de la grossesse. Une femme qui ne voit pas ses menstrues, un mois passe, va voir la sage-femme, faire le test de grossesse, dit vous êtes en état. Et depuis là, elle le suit, en consultation, comme on appelle, prénatale, consultation prénatale, où on va payer chaque fois la femme quand elle vient, on va faire les vaccinations, et on va sur l'évolution de sa grossesse, jusqu'à l'accouchement. C'est la sage-femme qui est là pour faire l'accouchement. Et après l'accouchement, les premiers soins, les premiers vaccins, c'est la sage-femme. Et donc, il y a un déficit criard de sages-femmes. Ça signifie que si vous allez dans les villages de Guinée aujourd'hui, quand vous allez par exemple à Dioma, à Diomabana, ou quand vous allez par exemple à Borifigna, dans Banfele, quand vous allez par exemple à Bangwadou, dans Kissingou, quand vous allez par exemple à Koro-Paravez, à Tchangalbori par exemple, vous ne trouvez pas de sages-femmes. Vous comprenez? Et pourtant, 70% de la population guinéenne est rurale. La majorité de nos femmes, de nos filles, de nos mamans vivent à l'intérieur. Donc vous ne trouvez les sages-femmes en réalité que dans les villes et dans quelques sous-préfectures. Dans les villages, il n'y en a pas. Ce qui signifie que le suivi et la natalité vraiment n'est pas bien faite. Mais pire, la répartition de ce personnel est la pyramide inversée. La majorité du personnel médical se trouve dans les villes, dans les communes urbaines, alors que dans les communes urbaines, il n'y a que 30% de la population guinéenne qui vit. 70% de la population guinéenne, c'est rural. Alors, c'est 30% seulement du personnel médical qui soigne ces 70%. Et dans les 70% du personnel médical qui soigne les 30% de la population urbaine, près de 80% sont à Conakry ici. Vous voyez, va dans ton village, est-ce qu'il y a une sage-femme là-bas? Vous trouvez dans le sous-préfecture ou dans la ville, mais pas dans le village. Donc, une étude a été faite par des experts. Non seulement une commission a fait, mais des experts. Je vais citer le nom de l'expert. Monsieur Mathias, professeur suisse à Genève, chef d'une grande institution pédiatrique en Suisse, et venu avec le PNUD. Ils ont fait des études. Ils ont trouvé que par semaine, je dis bien, par semaine, 500 bébés, depuis la naissance jusqu'à une semaine, 500 bébés meurent par semaine en Guinée. Ça vous paraît catastrophique, mais c'est ça. Imagine-toi, il y a combien de CR? Il y a 342 CR. Il y a combien de villages? Il y a plus de 1000 et quelques villages. Est-ce que vous pouvez rester dans un village, qu'on vous dise qu'il y a la semaine a commencé, et termine sans qu'on dise une femme est accouchée, mais l'enfant n'est pas resté, ou un bébé est décédé? On ne pleure pas parce qu'on dit, quand ça décède, voilà, que c'est un ange qui est parti. C'est ça. Mais en réalité, prenez les 33 préfectures de la Guinée, plus la commune urbaine de Conakry. Prenez les villages de 342 CRD. Prenez les 1000 villages. Vous ne pouvez pas dire que du début à la semaine, à la fin de la semaine, qu'il n'y a pas, sur tout l'étendue du territoire guinéen, qu'il n'y a pas de décès. Alors c'est ce qui a été comptabilisé officiellement. C'est 500 qui meurent par semaine. Ce qui signifie que c'est 2000 par mois. C'est près de 24 à 30 000 par an.
L'État ne le reconnaîtra pas. Au même moment... Je dis bien, l'État ne le reconnaîtra pas, le gouvernement ne le reconnaîtra pas, vous comprenez? Mais nous, députés, élus du peuple, qui connaissons, nous devons le dire haut et fort pour que, effectivement, tout le monde soit conscient qu'il faille investir de l'argent dans le système de santé en Guinée. Qu'il faille augmenter le budget formidablement du système du ministère de la Santé pour que nous formions beaucoup de sages-femmes, pour qu'il y ait des services de néonatologie au moins dans les 4 régions naturelles. L'INSEE, ce n'est qu'à Conakry ici. C'est-à-dire quand un enfant naît à Kouroussa, ou naît à Kissidougou, ou naît à Labé, ou naît à Zérékoré, ou à Lola, s'il a des problèmes de néonatologie, il faut tout de suite prendre le véhicule, venir jusqu'à Conakry. Entre il va mourir. Au même moment, vous dites qu'il n'y a pas de cabinet dentaire à l'intérieur du pays. Et quand on prend toute la Haute-Guinée, je prends Dabola, il n'y a pas de cabinet dentaire. Kouroussa, où je suis né, il n'y a pas de cabinet dentaire. Kerouané, il n'y a pas de cabinet dentaire. Mandiana, il n'y a pas de cabinet dentaire. Vous trouvez un cabinet dentaire près à Cancan et à Sibiri. Mais quel cabinet dentaire aussi? Vous prenez la forêt. Il n'y a pas de cabinet dentaire, sauf à Zérékoré. À Lola, il n'y a pas de cabinet dentaire. À Yomo, il n'y a pas de cabinet dentaire. À Bela, il n'y a pas de cabinet dentaire. À Massanta, il n'y a pas de cabinet dentaire. À Guéguédou, il n'y en a pas. Voyez-vous? Mais il y a des hôpitaux régionaux, il y a des cliniques. Il y a des hôpitaux régionaux, oui, hôpital régional de Zérékoré, hôpital régional de Cancan, hôpital régional de Labé, hôpital régional de Boké. Même dans ces hôpitaux, il n'y en a pas? Là-bas, il y en a. C'est les hôpitaux régionaux. Mais les hôpitaux préfectoraux, très peu en. Quand tu prends l'axe, tu comprends? Peut-être Kindia, il y en a. Mamou, il y en a. Daboula, il n'y en a pas. Parlons un peu aussi du gaz. Kouroussa, il n'y en a pas. Ainsi de suite. Parlons aussi un peu du gaz qui a été utilisé par les forces de l'ordre lors de vos manifestations. Vous avez dit que ce gaz était périmé depuis le 1er août 2017. Avez-vous des preuves que ce gaz était périmé? Oui, nous avons des preuves. D'abord, personnellement, 2 fois les 2 derniers mois, j'ai été victime d'aspergement par ce gaz lacrymogène. J'étais en tête de ligne des marcheurs. Donc j'ai reçu plein dans la figure ce gaz lacrymogène. Le combattant. Plein, vous comprenez? Et la première fois même, j'étais avec la brave dame Hadja Alimatou Dalen Diallo. Nous avons reçu plein de gaz dans la figure. Nous en avons souffert. Comme on n'a pas l'habitude de souffrir. La deuxième marche, celle qui a été étouffée dans l'œuf quand nous voulions aller au splanade du palais du peuple, nous avons également été gazés. Et nous avons eu la chance de prendre des étuis et nous avons lu sur ces étuis que la date de péremption était passée de près d'1 an. Et c'est écrit, date de péremption dépassée, ça devient un poison dangereux. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, jusqu'à présent, je tousse à cause de ce gaz lacrymogène. Il y a des députés qui ont des réactions dermatologiques. Il y a des députés qui ont des réactions ophtalmologiques. Il y a des députés qui ont fait des syncopes. Donc, ce gaz périmé est un poison qui va avoir des conséquences néfastes plus tard et qui est un crime contre l'humanité, je peux dire. Un crime contre l'humanité. Parce que vous ne pouvez pas, messieurs, asperger votre population de gaz périmé. Parce que vous savez clairement que ce n'est pas pour les dissuader, mais c'est pour les handicapés. C'est pour les rendre malades. Le gaz lacrymogène est fait pour vous faire pleurer, pour vous faire larmoyer, vous produire quelques petites difficultés respiratoires instantanées, mais qui passent dans les 30 minutes qui suivent, dès que vous quittez. C'est fait pour vous dissuader, pour vous disperser. C'est ça. Vous comprenez? Parce que quand les âmes coulent, vous ne voyez pas bien, vous avez quelques petites difficultés à respirer, vous cherchez à vous mettre à l'abri. C'est tout. Mais ce n'est pas fait pour que après vous tombiez malade, que vous avez un problème dermatologique, que vous avez un problème cardiaque, ou que vous avez un problème respiratoire. Vous comprenez?
C'est un crime. C'est comme si vous utilisez le gaz sarin qui est interdit par la Convention de Genève. Vous comprenez? C'est comme vous lancez en ce moment une bombe atomique sur les gens. C'est un crime parce que l'État qui est censé nous protéger est cet État qui est en train de nous empoisonner. Ce n'est pas normal. Donc, ce gaz, il doit disparaître du stock de nos forces de l'ordre et ne plus être utilisé contre la population guinéenne. Vous qui militez pour l'augmentation du budget du ministère de la Santé, êtes-vous au courant qu'à chaque minute d'appel effectué sur le territoire guinéen, 60% est retiré comme taxe par l'ARPT pour le financement dans la lutte contre la maladie Ebola? Nous savons très bien ça, mais est-ce que cette taxe est récupérée correctement et déposée en un lieu sur où ça se doit? C'est à votre commission maintenant de mener une enquête Je parlementaire pour pouvoir... Est-ce que cela est fait? Je vous dis carrément, purement et simplement que non. Notre commission, notre rôle, un de nos rôles de député du peuple, c'est effectivement de contrôler l'action gouvernementale. Et pour cela, nous avons la possibilité et le droit de mettre sur pied des commissions d'enquête parlementaire. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas réussi à le faire parce que purement et simplement, vous savez, l'Assemblée, il y a la mouvance présidentielle qui a pour objectif de soutenir les actions du gouvernement et l'opposition qui est là pour lire entre les lignes et mettre à nu les turpitudes et les magouilles des gouvernants. Alors pour cela, il faudrait que la commission, qu'on appelle commission d'investigation telle ou telle, soit composée de ces différents députés. Le député de la mouvance présidentielle ne peut pas aller seul. Les députés de l'opposition ne peuvent pas aller seul. Il faut une commission mixte. Il faut qu'il y ait des députés de la mouvance et des députés de l'opposition. Mais si les députés de la mouvance ne vont pas, ça ne peut pas avoir lieu. Au sein de votre commission, il y en a aussi, il y a des députés de la mouvance, de l'opposition, des centristes, etc. Pourquoi ne pas former une équipe pour pouvoir mener une enquête? Voilà, pour la transparence. Voilà, mais ça c'est si les députés de la mouvance présidentielle acceptent. Mais ils savent que nous allons aller mettre le doigt là où ça fait mal. Et eux, ils ont pour objectif de défendre leur gouvernement. Vous comprenez? Mais ils n'acceptent pas. Faut au moins c'est pour cette raison que jusqu'à présent, aucune commission d'enquête parlementaire n'a été mise sur pied et n'a pu travailler. Pourquoi? Parce que l'Assemblée est dominée par la mouvance présidentielle, le RPG Arc-en-Ciel. Et les députés du RPG Arc-en-Ciel ont pour objectif de défendre la politique du RPG Arc-en-Ciel. Voilà. Il faut au moins dénoncer ce système. Nous dénonçons. Okay. Nous dénonçons. Pour le cas spécifique du Code civil, délibéré, voté par l'Assemblée nationale, qui autorise la polygamie et certaines d'autres actions sur le territoire national. Quelle est votre réaction? Bien, vous savez, il y a la culture, vous comprenez? Nous ne sommes pas des Occidentaux, nous sommes des Africains. Et notre pays est un pays laïque, et surtout à 90% musulman. Pays laïque 90% musulman, où dans notre culture coranique, il est admis qu'un époux, c'est qu'un homme peut marier jusqu'à 4 femmes, à condition d'être juste entre les 4 femmes et de pouvoir les soutenir équitablement. Depuis le temps des temps, nos ancêtres, nous avons vu ça, nous sommes nés dans ça et nous avons vu cela évoluer. Les catholiques, la Bible ne recommande pas 2 femmes à la fois. Maintenant, votre position sur là-dessus? Je viens. Donc, mais nous sommes tous des Guinéens. Alors, il y en a qui veulent que ce qui est effectivement comme coutume, culture,
soit officialisé. Il y a d'autres, par contre, avec l'évolution de la société, qui ne veulent pas. Moi, purement et simplement, je suis monogame, bien que je vienne d'une famille polygame, je suis monogame et je préfère continuer dans la monogamie parce que c'est là où il y a la paix, où il y a la stabilité. Donc vous dénoncez de ces codes? Je ne le dénonce pas parce que ceux qui ont voté pour ont leur raison. Je dis bien, moi je viens d'une famille polygame, mon père était marié, c'était un grand chef, il avait beaucoup de femmes. J'étais un de ses plus petits enfants, pratiquement. Hein. Et nous avons évolué dans l'harmonie et ça a été bien, la famille était grande. J'ai beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, ce qui signifie que la famille est grande, elle est élargie. Mais il y a ses inconvénients. Moi, mon choix, c'est la monogamie. Mais vous comprendrez aussi que 52% de la population guinéenne est féminine. La population 50% est féminine. Si vous voyez quelque part aussi, on dit que pas de polygamie. Un seul homme, une seule femme, et les autres femmes qui n'ont pas de mari. Ça va causer des problèmes. Donc, moi je défends ma position, parce que ce qui me convient, ce que j'ai vu comme expérience, ce qui fait ma stabilité, ce qui fait mon bonheur, c'est la monogamie. Étant médecin, est-ce que par exemple Ousmane Gawal disait dans son argumentation que la polygamie, toute personne polygame a un problème de longévité? Quelle est votre réaction? Bien, je ne sais pas sur quoi l'honorable s'est basé pour le dire. Il a dit publiquement dans son argumentation, voilà, devant les députés. Il doit avoir son argument. Et toutes les femmes ont applaudi pour lui. Il doit avoir son argument. D'autres même le qualifiaient de lumière. Voilà. Il doit avoir son argument que quelque part peut s'expliquer en ce sens que dans la polygamie, si vous n'êtes pas juste entre les époux, vous créez des problèmes. Vous comprenez? Vous créez des soucis. Si vous n'avez pas les moyens nécessaires pour satisfaire les besoins de toutes vos femmes, vous créez des soucis, vous créez des problèmes. Et les soucis longs peuvent jouer sur votre cœur et peuvent écouter votre vie. Celui qui n'a pas de soucis vit plus longtemps que celui qui a des soucis. Parce que c'est les soucis qui sont à la base de l'insomnie. C'est les soucis qui sont à la base de l'hypertension. C'est les soucis qui sont à la base des crises cardiaques, quelque part. Alors, si vous évitez ces soucis, vous n'avez plus de chance de vivre longtemps. Et si vous accumulez les soucis, alors ça peut s'expliquer. Ça, peut-être c'est l'argumentaire que M. Ousmane Gawal, qui n'est pas médecin, mais quand même qui voit l'expérience, a voulu développer. Moi, j'explique sur le plan médical. C'est une des raisons pour lesquelles Madame Fatou Badia vient d'être libérée par une grâce présidentielle. Et parallèlement à sa libération, elle a des soucis de santé. Elle lance un appel à toutes les bonnes volontés pour l'aider à récupérer sa santé. Que pouvez-vous faire pour lui dans ce cadre, en tant que médecin? En tant que médecin, d'abord, c'est d'apporter mon soutien moral. Et si j'ai la possibilité, ne serait-ce que symboliquement, s'il y a un lieu ou un compte qui est ouvert pour elle, je pourrais apporter ma petite contribution. C'est une brave femme qui a subi une injustice, moi je dirais comme ça, parce que sa culpabilité n'a jamais été démontrée. Elle a perdu 7 ans de sa vie en prison dans des conditions difficiles pour une femme. Et c'est une des raisons même pour laquelle elle est sortie malade. Je compatis à sa peine. Je me réjouis de sa libération. C'est l'un fait de Dieu, comme elle dit. Restons derrière Dieu et Dieu rendra toujours la justice. Je prie Dieu qu'il redonne sa santé et qu'elle vive aussi longtemps que possible. La nouvelle loi sur la CENI, les petits partis en griffe vous accusent d'être égoïstes en les empêchant d'exister. Quelle est votre réaction? Non, c'est une accusation infondée, parce qu'il y a plus de 250 partis. Et
il n'y a que 14 places à la CENI. S'il n'y a pas de critères, chaque parti voudrait être à la CENI. Parce que personne ne crée un parti pour se limiter seulement à mi-chemin. C'est pour aller à la magistrature suprême. Tous les leaders politiques, tous les présidents des partis, quand ils créent les partis, avaient pour ambition d'être président de la République. Donc, tous les partis se considèrent comme grands. Tous les partis se considèrent comme grands. Et c'est naturel, c'est normal. Comme les malinqués disent, il ne faut pas qu'on te dise que tu es petit, et toi tu dis, je suis tout petit. Permettez-moi de le dire à malinqué. Moi, quand je suis il faut que donc, tous les partis se considèrent comme tels. Alors, pour cette raison, il fallait un critère pour que les 14 postes soient correctement répartis. Et pour ça, on a dit il faut 7 à la mouvance présidentielle, 7 à l'opposition. Mais les 7 de la mouvance présidentielle, il n'y a un seul parti ne peut pas envoyer les 7 personnes. Il faut 3 partis de la mouvance présidentielle. Les 7 de l'opposition, un seul parti ne peut pas envoyer les 7. Il faut 3 partis de l'opposition qui appartiennent à l'opposition. Mais aussi, il faut que les partis là qui appartiennent soit à l'opposition ou à la mouvance aient participé à 2 échéances électorales présidentielles et aient au minimum 2 députés dans l'Assemblée nationale actuelle. Donc, le cadre est bien défini. Tous les partis qui se trouvent dans ça, s'ils sont dans le mouvement présidentiel, ils peuvent prétendre avoir un poste là. Tous les partis de l'opposition, s'ils sont dans ce cadre, ils peuvent, au niveau de l'opposition, prétendre avoir un poste. Voilà. Pour le cas spécifique, par exemple, l'affirmation de Makanera, qui est en route pour rejoindre la mouvance, qui dit tout récemment qu'il avait rejoint Cellou Dalein Diallo parce qu'il croyait que celui-ci pourrait devenir président. Et dès qu'il a constaté que cela ne pourra pas arriver en Guinée, il rejoint son parti dans lequel il est le fondateur, membre fondateur, et un président candidat, pour booster la compétence du parti, faire en sorte que le parti soit au pouvoir jusqu'en 2030, etc., etc. Quelle est votre réaction? Ma réaction, elle est toute naturelle. La politique, chacun est libre d'exprimer son opinion et sa vision. Je respecte M. Makanera, c'est un intellectuel. Je l'ai vu à côté de Cellou Dalein. J'ai fait la route Guinée avec lui. J'ai vu un homme engagé, un homme qui a le verbe facile et qui a vanté les mérites de Cellou Dalein Diallo. Et il a fustigé le comportement de Alpha Condé. Maintenant, vous croyez réellement que son affirmation est fausse? Il a fustigé le comportement d'Alpha Condé. Vous pensez que son affirmation est fausse? Tout ce que je sais, c'est qu'aucun homme n'est doué non seulement du sens de la dualité ou de l'omniprésence, de l'omniscience et de l'omnipotence, seul Dieu. Donc, je ne vois pas M. Makanera comme charlatan ou comme prédicateur. Je le vois comme un homme politique, un patriote, un Guinéen, qui est libre de choisir le camp qu'il veut, mais je ne vois pas sur quelle base peut-il prédire que Cellou ne pourra pas être président. On a dit à Alpha Condé, on a dit même à Malek, que Saramale, qu'on m'en s'attête n'a que président. C'est-à-dire, on dit, c'est un homme populaire, mais il ne sera jamais président. Alpha Condé devient président. Donc, qu'on dit aujourd'hui, les gens disent que Cellou ne sera pas président. Moi, je sais qu'il va l'être. Il sera président parce que Dieu lui donnera ce pouvoir, comme il a donné à Alpha Condé. Je crois dur comme fer qu'un jour, Cellou Dalein sera président de la République de Guinée. Pour le cas spécifique des coordinations régionales, ça quitte des coordinations de la majorité, rejoint un parti, souterrainement. La coordination Halipular a dit publiquement, de par son porte-parole, Sékou Yaya, que la gouvernance Alpha Condé est là pour combattre une seule ethnie,
Donc cette ethnie doit s'élever comme un seul homme pour se défendre par tous les moyens, légaux et illégaux. Quelle est votre réaction? Bien, c'est vous qui le dites. Moi, je n'ai pas suivi cette déclaration. Je sais que M. Elias Sekou Yaya est un homme sage, est un homme affable, est un homme qui aime tous les Guinéens et qui a prouvé qu'il n'est pas ethnocentrique. Parce que il a des épouses, dont certaines Malinké, Peul, de la Basse-Côte et de la Forêt. C'est un Guinéen tout simplement. Sekou Yaya en Haute-Guinée, il est chez lui. En Basse-Côte, il est chez lui. En Forêt, il est chez lui. Au Fouta, il est chez lui. Parce qu'il a rassemblé tous ces gens autour de lui. Un homme comme ça ne peut pas avoir l'ambition ni le souhait de détruire quelque communauté que ce soit, ou ni d'agresser. Et pourtant, il a dit publiquement. Il a mis M. Alpha Condé devant ses responsabilités. C'est M. Alpha Condé qui est venu avec son problème de Mandin Fou, Mandin Pou, Mandin Tang, Mandin Diallo. C'est lui qui est venu avec sa stratégie de la législature pour la Forêt, la primature pour la Basse-Côte, et comme lui, il est de la Haute-Guinée, hein, l'exécutif, et la 4e roue, le Fouta. Donc c'est lui qui est venu avec cela. Et avec son affaire bidon de l'eau empoisonnée. Donc il ne faudrait pas qu'on remette le couteau dans le plaies. Nous voulons une Guinée unie. Une Guinée où on ne se reconnaît que par le nom de Guinéen. Pas parce que vous êtes Peul, Malinké, Soussou ou Poulard. Nous sommes nés au temps Sékou Touré. Nous avons été au temps de Sékou Touré. Sékou Touré, c'est le père de la nation guinéenne. Paix à son âme. Au temps de Sékou Touré, on peut lui reprocher tout, mais l'unité nationale a été préservée. L'unité nationale a été préservée. Pendant 26 ans, il n'y a pas de racisme. D'ailleurs, la preuve, si vous étiez un cadre de la Haute-Guinée, vous sortez, on vous affectait soit vers le Fouta, vers la Basse-Côte ou vers la Forêt. Vice-versa, ainsi de suite. Cadre du Fouta, on vous envoyait vers la Haute-Guinée. L'exemple terre à terre. Moi, cadre Malinké, quand je suis venu, mon premier poste a été le Fouta. C'est dans le cadre Peul. Quand ça a été Farana, ainsi de suite. C'était pour que nous nous embrassions et que nous évoluions et que nous nous entremarions entre nous. Et ce qui a fait, pendant tout le règne de Vincent Sékou Touré, il n'y a jamais eu de problème ethnique. Lansana Conté a suivi le même chemin. Mais c'est M. Alpha Condé qui est venu avec la division. Aujourd'hui, cette division existe dans la tête des dirigeants, mais pas dans le bas peuple. Chez moi, dans ma cour ici, il y a des forestiers, il y a des Peuls, il y a des Soussous et Malinké. Nous vivons tous ici. Dans les quartiers, allez-y. Dans les mosquées, nous prions ensemble. Dans les églises, les baptêmes, les décès, nous sommes tous ensemble. On ne demande pas. Mais c'est dans la tête. Et comme l'exemple vient d'en haut, l'imitation d'en bas, il faudrait que M. Alpha Condé et les coordinations arrêtent de stigmatiser telle ou telle ethnie, de parler seulement de la Guinée. Toutes les coordinations en général. Parce que vous avez vu ce que la coordination de la Basse-Côte a dit, le cas de Kindia. Dans les conditions normales, dans 3 mois, il y aura des élections législatives. Quelles sont vos perspectives? Comptez-vous vous présenter aux élections pour votre réélection en tant que député? Si Dieu me donne la chance d'être vivant jusqu'à ce moment, d'être en bonne santé, je le souhaite. Je souhaite continuer ce que j'ai entrepris parce que je suis président de la commission santé que depuis un seul an, c'est depuis fin 2017. J'étais membre de la commission, mais c'est Abouakar Sylla, actuel ministre d'État, qui était le président. C'est après 2017, c'est fin 2017,
que j'ai accédé au poste de président de la commission. Et vous avez vu ce que je suis en train de faire déjà. J'ai mon objectif. Quelles sont vos perspectives? Mes perspectives. J'ai un plan opérationnel que j'ai exécuté au pied de la lettre 2018, mais j'ai un plan, stratégie qui va de 2017 jusqu'en 2020. Donc je souhaite, si j'ai les moyens, si j'ai les possibilités, si le président de mon parti me fait confiance, et là c'est Dalin Diallo, de me proposer encore comme député à une position éligible, que je sois élu, c'est mon souhait, je souhaite continuer l'œuvre que j'ai entreprise. Non seulement pour mériter davantage sa confiance, pour servir davantage le peuple de Guinée et pour être satisfait moralement de ce que je suis en train de faire pour mon peuple. Nous venons aussi d'une visite au compte du stade Norongo. Oui. En préparatif de la candidature de la Guinée pour la CAN 2023 ou 2025. Quel est votre engouement? Est-ce que la Guinée est réellement prête pour poster sa candidature face aux infrastructures qui manquent, les hôtels, les hôpitaux, des routes, des centres de commerce, etc. etc. Est-ce que réellement la Guinée est prête? Et qu'est-ce qu'il faut pour que la Guinée soit prête avant 5 ans, ou bien dans 6 ans, dans 8 ans, dans 10 ans, pour ne pas avoir honte devant l'opinion nationale et internationale? D'abord, qu'on ait la CAN 23 ou pas, la Guinée a besoin de moderniser ses infrastructures. Nous avons besoin de construire des stades dignes de ce nom dans toutes les préfectures pour l'épanouissement de la jeunesse. N'oubliez pas que 70% de la population guinéenne, c'est les jeunes. Nous avons besoin de cela. Vous comprenez? Si par exemple le stade que nous avons visité Nongo, c'est 50 000 places, peut-être par exemple à Kouroussa ou à Kissidougou ou à Mamou ou comment on appelle ça, à Bofa, on ne construira pas des stades de 50 000 places, on peut construire des stades de 5 000 places, mais modernes. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait des infrastructures partout. Il faut qu'il y ait des hôtels dignes de ce nom dans toutes les sous-préfectures, surtout 4 à 5 étoiles dans les capitales régionales. Il faut qu'il y ait des infrastructures routières dignes de ce nom. Il faut que les hôpitaux, surtout les hôpitaux régionaux, aient le statut de centre hospitalier universitaire pour que nous trouvions des équipements de dernière génération concernant la médecine. Et qu'il y ait des spécialistes, surtout des spécialistes en dialyse, parce que c'est une des conditions que la FIFA exige pour que la CAN soit organisée dans quelque pays que ce soit. Alors donc, nous avons bien cela. Ce sera dans le bonheur du peuple de Guinée. Donc qu'il y ait CAN 23 ou qu'il n'y ait pas CAN 23, il faut que cela soit fait. Maintenant, concernant la CAN 23, c'est un secret de polichinelle, parce que tout le monde sait que la CAN 23 est maintenant octroyée à la Côte d'Ivoire. Parlons plutôt de la CAN 2025. Ce qui est sûr, ce que nous avons vu aujourd'hui au stade Nongo nous réconforte à plus d'un titre. Ça signifie que s'il y a une volonté politique, si l'État veut bien, s'il met les moyens à la disposition de qui de droit, la Guinée peut bel et bien être prête, même d'ici 2023. Nous avons réussi le COCAN, c'est le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, dans nos commissions sport, avec Antonio Soare. Il y a 5 mois. Il nous a dit que si les moyens sont mis à disposition, si l'État s'investit, il n'y a aucune difficulté, à moins de 2 ans, toutes ces infrastructures seront construites. Parce qu'il y a l'expérience déjà, il y a l'expertise déjà. Il y a des pays qui ont organisé. Le Mali a organisé, le Burkina a organisé, la Côte d'Ivoire a organisé, le Sénégal a organisé. Il y a des entreprises qui sont allées construire cela. Le Burkina Faso. Le Burkina. Il y a des entreprises qui sont allées organiser, qui sont allées construire des stades. Il y a des infrastructures. Il y en a qui ont construit des hôtels, des stades. On peut le faire. Des hôpitaux. C'est une question de volonté politique que de mettre les moyens à disposition. Donc, nous bousculons le gouvernement
pour qu'ils prennent cette affaire au sérieux. C'est un droit pour le peuple de Guinée tout entier. C'est un droit pour le peuple de Guinée de bénéficier de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations ici. Parce que nous avons été une nation de foot. N'oubliez pas le AFIA 77, il n'était pas né. On nous avait le triplé. N'oubliez pas que la Guinée a été jusqu'en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations à Addis Abeba. Et puis récemment le Chan. La Guinée est allée jusqu'en demi-finale. Nous sommes une grande nation de football. Nous avons des shérifs sur les bancs, des papas Camara, qui sont actuellement des Jolia et autres, pour ne citer que ceci. Les morciers, ils sont tellement nombreux. Certains sont morts, mais beaucoup sont vivants. C'est des légendes vivantes. Leur expertise peut nous servir et la gloire de la Guinée peut revenir. Au début de l'émission, vous dites que le bilan du Président Alpha Condé est catastrophique. Qu'est-ce que vous pouvez apprécier dans le régime actuel comme décision, comme action politique, économique, etc. En quelques mots? Je n'apprécie rien. Même l'électricité? Je n'apprécie rien parce que, sur le plan politique, je n'apprécie rien parce que jusqu'à présent, toutes les échéances électorales ne sont pas respectées. Ensuite, on privilégie l'ordre à la loi. Il y a plus de 103 jeunes qui sont arrachés brutalement à l'affection de leurs parents sans justice. Même que l'État même soit petit. Il y a... Non, ça c'est... écoutez bien. Même doing business. Écoutez bien. Soit petit qu'à l'État, vous comprenez? Même ils sont en train d'être... Même les fonds chinois, les 21 milliards. Ils sont en train d'être réalisés. C'est des dettes, ce n'est pas des dons. Nous voulons pas de promesses, nous voulons la réalité. Là, ça n'a compté à faire Garafiri. Même l'autoroute Koya Daboula. C'est des promesses. Voyons la réalité. Quand je vais circuler sur le Koya Daboula, je vais dire bravo au président Alpha Condé. Même les 15 km à la baie de Goudou. Quand ça sera fait, je vais applaudir. C'est des annonces. M. Alpha Condé a annoncé la construction de l'usine comment on appelle l'usine de pommes de terre à Pita. Vous avez vu? Il a dit un étudiant une tablette. Ça a été fait. M. Alpha Condé a dit qu'il y aura l'aéroport international à Mafrena. Vous avez vu quelque chose? Vous avez vu quelque chose? Nous disons, tant que nous ne voyons pas, tant que nous ne touchons pas, nous ne croyons pas. Au lieu de mettre le miel dans l'oreille de quelqu'un, mais dans sa bouche. Tout simplement, résolvons d'abord le problème de ces enseignants. Après, nous parlerons maintenant. Nous sommes à la fin de l'émission. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Monsieur Keita, je vous remercie très sincèrement. Je crois que nous avons brossé, nous avons fait un tour d'horizon. Je pense que tout a été dit, parce qu'on ne pourra pas être complet à 100%. Seul Dieu est parfait. Mais nous pensons que nous avons, grâce à votre sagacité, à votre intelligence et à vos questions vraiment pertinentes, nous avons fait le tour d'horizon de la situation socio-politique, économique de la Guinée. Il ne me reste plus, très sincèrement, qu'à souhaiter, bien que tardivement, mais très sincèrement, bonne et heureuse année, en profitant de votre émission, bonne et heureuse année au peuple de Guinée, que l'année 2019 apporte à tout le peuple de Guinée la paix, surtout la justice, le bonheur, et qu'aucun enfant guinéen ne tombe sous les balles désormais de Guinéens, que ce soit les forces de l'ordre ou que ce soit les hors-la-loi ou les malfrats. Et que les routes de Guinée n'endeuillent plus les Guinéens. Que le panier de la ménagère soit allégé. Que le Guinéen retrouve le sourire. Que les Guinéens, comme en 1958 jusqu'à 1984, que nous soyons même mère, même père, qu'il n'y ait pas d'ethnocentrisme. On ne parle plus de moi je suis peur, moi je suis malinqué, moi je suis souffrant ou moi je suis forêté. Que cela ne se dise plus. Et qu'en fin de compte, que la Guinée amorce son développement
et que les échéances électorales soient respectées et qu'en 2020, enfin, qu'on assiste à l'alternance démocratique en Guinée. Que le Guinéen puisse dire, voici l'ancien président de la République de Guinée qui est en train de circuler avec respect, avec dignité. Voilà tout ce que je souhaite. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de l'émission Politiquement OK. Je vais finir avec deux affirmations. Une de Nelson Mandela et la deuxième de Thomas Sankara. Nelson Mandela disait quoi? Tout ce qui est fait pour nous, mais sans nous, est fait contre nous. Et Thomas Sankara disait, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'il ne s'appuie sur son sort. Cet esclave reprendra celle de son malheur s'il se laisse faire des illusions condescendantes, suspectes des maîtres qui présentent la France. C'est la lutte libère. Ainsi prend fin notre émission d'aujourd'hui. Nous avions reçu cet après-midi l'honorable Ben Youssouf Keita. Merci, à bientôt. Merci, M. Keita.